Bonjour Amélie Kazé, bienvenue au podcast La vie c'est du sport, ça va bien? Bonjour Annie, oui, oui, très bien. Je suis vraiment contente de te recevoir Amélie parce que le pentathlon c'est quand même un sport de niche au Canada, donc j'aimerais savoir est-ce que du côté de la France c'est la même chose? Ça reste un sport un peu confidentiel, mais quand même, grâce aux Jeux Olympiques de Paris l'année dernière, ça s'est quand même beaucoup démocratisé, surtout qu'on a eu une médaille pour la France, médaille d'argent Mhm. avec l'équipe slovène. Et puis, même si ça reste un petit sport, c'est quand même de plus en plus connu, et surtout en Europe, c'est quand même le berceau du pentathlon. On y reviendra à cette belle médaille d'argent justement, mais pour les gens qui nous écoutent, Amélie, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de recevoir un athlète de pentathlon, donc j'aimerais ça mettre en contexte un peu les auditeurs sur les origines du pentathlon que tu m'as déjà expliqué puis que j'aimerais qu'on leur apprenne. Oui, alors c'est Pierre de Coubertin qui, en rénovant les Jeux en 1896, s'est inspiré du pentathlon antique, donc à l'époque des Jeux antiques. Ça regroupait 5 disciplines, 4 épreuves d'athlétisme et une épreuve de lutte pour départager les vainqueurs, enfin les concurrents plutôt, pour déclarer le vainqueur. Et en 1896, Pierre de Coubertin a voulu créer le militaire parfait, c'est-à-dire qui sache courir, nager, monter n'importe quel cheval, puisque nous au pentathlon le cheval était tiré au sort, c'était pas le nôtre, et savoir se défendre avec une épée et un pistolet. Donc c'est quand même un sport qu'on va dire assez complet et complexe. Oui, assez oui, chronophage. Parce que justement, il utilise plusieurs, on y voit plusieurs disciplines. À ce moment-là, la petite Amélie là, qui a découvert le sport environ à 7 9 ans, là, à quoi elle ressemblait? Ah oh là, moi j'étais une petite fille de la campagne très dynamique. Je nageais déjà, je faisais pas mal d'activités et puis c'est mon père qui m'a proposé de basculer au pentathlon. C'était compliqué au départ et puis finalement j'ai trouvé mes marques et ça a été pour moi une façon de me différencier à l'adolescence, de faire un sport assez méconnu encore plus qu'aujourd'hui puisque c'était en 1900, entre 1995 et 1900, enfin, et 2000 du coup. Donc ça remonte quand même un petit peu. Et voilà, donc j'ai changé de ligne d'eau et puis je suis passée de 1 à 5 activités. À un horaire très, très chargé, Oui. j'imagine. Donc, le pentathlon, comme tu l'as dit, ça a une racine très, très militaire. Donc, comment tu dirais que ça t'a façonné dans ton existence? Je pense que ça m'a appris la rigueur parce que pour pouvoir s'entraîner et continuer ses études, moi j'ai commencé à 9 ans. Donc j'ai vraiment passé tout ce qu'on appelle le collège en France et le lycée en version enchaîner les études et le sport. Donc beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation. Beaucoup d'adaptation aussi, savoir s'adapter d'une discipline à l'autre, d'un cheval à l'autre aussi. Voilà, donc c'est des qualités, je pense, que le pentathlon m'a permis de développer. En lien avec l'aspect militaire, peut-être que bon, c'est juste le fait que ce soit des disciplines, ouais, pas forcément très très fun de base, mais enfin, ça dépend pour qui, mais c'est pas toujours fun d'aller courir Oui, je pour moi. comprends. Ouais, et surtout, je pense que ça a joué sur le développement du pentathlon féminin, puisque les Jeux Olympiques pour les hommes, le pentathlon est entré en 1912 à Stockholm, et pour les femmes, il a fallu attendre 2000 avec les Jeux de Sydney. Justement, tu y étais quand même, t'as eu l'occasion, l'opportunité, la chance, le privilège de participer à ces jeux-là. Mais Amélie, toi et moi, on s'est rencontrés parce qu'on partage tous les deux un intérêt pour les neurosciences. Donc, comme le pentathlon est un sport qui valorise en quelque sorte, ben, comme on disait, là, c'est un sport dit militaire à la base, donc qui valorise le contrôle, donc la rigueur, etc. Comment on apprend progressivement à écouter ses émotions, à trouver sa voix, entre autres. C'est un long process. Je pense que ce qui est important, c'est aussi l'entourage, que l'entourage facilite et offre ces temps-là, de pouvoir sortir de juste répéter un entraînement et le résultat pur, et d'aller chercher qu'est-ce qui se passe, parce que finalement, la performance, le résultat, ça reste une conséquence.
de ce que l'athlète pense, de ce que l'athlète ressent, de ce que l'athlète a envie de vivre. Et, et je pense que ça part déjà de la relation entraîneur-entraîné, ça part aussi de la relation entre les parents et l'athlète. Et aujourd'hui, je prône, parce qu'effectivement, les neurosciences nous rejoignent toutes les deux, mais je prône justement ce partage, ce temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours aller dans le sens de ses émotions, parce que pour aller dans le haut niveau, je pense que c'est pas toujours évident. L'idéal serait d'eux, mais au moins de les écouter et de leur offrir un espace pour s'exprimer et se déposer. Et là, ça m'amène à une phrase que tu m'as dite quand on s'est rencontrés la première fois, l'importance pour l'athlète de faire avec soi. Et ça me rejoint énormément parce que, comme tu le sais, je travaille avec les athlètes au niveau de la reprogrammation de leur cerveau, mais également au niveau du développement de leur intelligence émotionnelle. Donc, faire avec soi. Pour moi, ça veut dire à quelque part être capable de s'accepter tel qu'on l'on est, comprendre un peu qu'est-ce qui se passe en nous. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire faire avec soi comme athlète? Faire avec soi, pour moi, c'est déjà comprendre qu'on a une nature particulière. Il y en a qui sont naturellement grands, d'autres petits, d'autres plus facilement secs ou musclés, ou au contraire un peu plus ronds. Donc c'est déjà comprendre son corps, c'est savoir aussi connaître ses vulnérabilités, ses points forts, et de comprendre aussi la logique interne de l'activité à laquelle on a envie de se destiner et de voir ce qui de soi correspond à cette activité. Et donc, qu'est-ce qu'on a à développer, qu'est-ce qu'on peut renforcer et sur quoi vraiment on peut s'appuyer. Et faire avec soi, c'est aussi être toujours en train d'écouter ce qui se passe dans son corps. Notre cerveau, en fait, enregistre en permanence tous les signaux de notre corps, donc qui n'arrivent pas à notre conscience, donc à notre cortex préfrontal, mais qui arrivent à l'amygdale, qui fonctionne H24 et qui est déconnecté de la conscience. Et en fait, notre cerveau est toujours en train de prendre en considération l'état de nos viscères, l'état de nos muscles, l'état de toutes les informations sensorielles extérieures et intérieures. Euh, et donc ça se développe en fait, cette capacité d'être attentive à ses sens, d'être attentive à ce qu'on appelle l'interoception, vraiment ce qui se passe en soi, Mhm. et de composer en fait tous les jours. Pour moi, c'est un ajustement entre comment on est, parce qu'on n'est pas tous les jours dans la même énergie, ce qu'on a à faire et où est-ce qu'on le fait. C'est pas pareil de le faire à l'entraînement, c'est pas pareil de le faire en hiver, de le faire dans une compétition. Et en fait, c'est toujours être au service de ces trois pôles. Donc faire avec soi, de toute façon, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix de notre corps, on n'a pas le choix de ce qu'on ressent. Et c'est comment partir d'eux pour le modeler tranquillement et surtout faire avec, parce qu'on n'a pas tous besoin, pareil, de manger la même chose, de dormir dans le même nombre d'heures de sommeil, de respirer de la même façon. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est aussi mon job, c'est d'apprendre à l'athlète à être sensible à ça et à comprendre que c'est un pilier fondamental. Et est-ce qu'il y a un moment dans ta propre carrière où ça, tu l'as découvert et tu l'as compris? Parce que si je comprends bien, ça n'a pas été le cas toujours dans ta carrière. Non, non, et je pense que on fait le métier dont on a besoin. Non, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui manquait ou que j'avais pas le droit d'exprimer. Après, voilà, c'est aussi le part éducatif, c'est les modèles, c'est la façon dont les entraîneurs m'ont aussi modelé, entre guillemets, et puis la culture, etc., du sport, la culture du pays, la culture donc de la discipline. Non, j'ai pas réussi. J'ai réussi par petites touches à certains moments de ma carrière, mais j'ai eu du mal à trouver l'ajustement. Je sais qu'après les Jeux de Pékin, j'ai beaucoup changé de mon staff. Et peut-être que parce que je sentais que j'avais besoin d'être plus dans le lien, plus dans la spécificité. Et en même temps, je suis allée trop loin. Du coup, ça m'a amené des blessures. Et je pense que la blessure chez le sportif, c'est vraiment un clignotant très fort qu'il faut savoir analyser. Parce qu'à un moment donné, ça veut dire qu'on allait trop loin dans le déséquilibre. Donc non, j'ai pas réussi clairement. Et je pense que mais c'est ce que j'ai compris et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir ce recul-là. Et c'est ma motivation pour accompagner les athlètes aujourd'hui. En fait, tu as commencé à avoir ce déclic-là justement après Pékin, je pense que tu me disais. Mais ce que tu dis actuellement, ça m'amène à énoncer un peu ce que tu m'avais déjà parlé, que l'important, à quelque part, c'est pas juste de faire comme il faut, mais c'est aussi de faire comme on sent. Et
Et c'est là peut-être que tu disais justement à Pékin, il y a comme eu un switch par rapport au choix de ton équipe que tu as fait ou etc. Mais maintenant c'est un peu une phrase que tu portes aussi là, au lieu de faire comme il faut, mais faire comme on sent aussi, c'est important. Oui, j'ai compris en fait que on peut on peut aligner 10 champions olympiques de la même discipline, donc forcément de plusieurs années. Ils auront tous pris une route différente. Il y a quelques impondérables. Si vous voulez être champion, mais que vous restez dans le canapé, je ne vais pas vous dire que ça va marcher. C'est clair que non. Par contre, il y a aussi beaucoup de croyances, beaucoup de toujours, notamment celle de faire toujours plus, celle de faire toujours plus dur, le fameux no pain, no gain. Ben, moi, je crois pas du tout à ça en fait. Je dis pas qu'il n'y a pas un peu de souffrance de temps en temps, mais il faut qu'elle soit choisie, il faut qu'elle soit encadrée et qu'elle parte d'un athlète qui est ressourcé et qui a un sens dans toute cette démarche-là. Euh, donc oui, moi je prône pour partir de Mhm. soi et trouver les adaptations parce qu'en fait notre corps nous dit énormément de choses et ces signaux, je pense que plus on part d'eux et plus on sera aligné et plus entre guillemets 100% des petites cellules de notre corps sera orienté vers notre projet. Il y a Et ça beaucoup de demande choses. du courage. Pardon? Ça demande beaucoup de courage parce que c'est aller à contre-courant de beaucoup de croyances. Ah, tout à fait. Et beaucoup de billets aussi, beaucoup d'associations que le cerveau peut faire. Tu mentionnais No Pain, No Gain. C'est une association hyper importante que le cerveau peut faire, peut créer, à laquelle il peut donner beaucoup d'importance aussi, comme toutes sortes d'autres petites phrases aussi qu'on reçoit comme athlète, puis qu'on entend d'une façon ou que le cerveau associe vraiment à quelque chose pour nous. Et là, tu parles d'alignement euh, et tu parles aussi de l'aspect de quand on est aligné, quand toutes les cellules de notre corps savent où on est, sont en symbiose en quelque sorte, comme tu le mentionnais, à ce moment-là, on peut bien performer. Et tu disais que si on est en train de performer, mais que émotionnellement, il y a des choses avec lesquelles on n'a pas lesquels on n'a pas adressé, ben c'est à ce moment-là que vont crier le plus fort. Et moi, ça m'avait interpellée, ça m'avait interpellée quand tu m'avais dit ça, parce que c'est vrai que je trouve que ça fait du sens. Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi t'est déjà arrivé ou qui pour toi révèle maintenant une importance? Oui, oui, ça m'est arrivé et c'est parce que ça m'est arrivé et que je l'ai analysé, j'ai travaillé dessus, j'ai réfléchi dessus, que je peux aujourd'hui, enfin, je me positionne, ça reste un point de vue, hein, de toute façon, c'est pas une vérité. En fait, je pense que on peut mettre des choses sous le tapis, on est capable de dire, bon, bah, ça, je veux pas voir, ou ça, je m'en occuperai plus tard. Sauf que plus le niveau de la compète est élevé, plus l'enjeu est fort. Donc, généralement, sauf si on est vraiment hyper fort d'un point de vue détachement, ce qui est pas toujours le cas. Euh, et c'est pour ça que je pense que plus on en a mis sous le tapis et plus le niveau de la compète monte, à un moment donné, il y en a trop en fait. Parce que le corps surréagit beaucoup plus à un enjeu fort parce que ça génère plus de stress. Et dans ces cas-là, voilà, on n'a pas, il nous manque, on a besoin de 100% de notre corps. Notamment, je pense aux Jeux Olympiques dans ma discipline, mais ça peut être selon les disciplines un grand chelem, ça peut être un tournoi, je pense au majeur dans le golf par exemple dans ces grands rendez-vous-là, mais que ce soit aussi des rendez-vous qui peuvent avoir juste une valence personnelle. Des fois, il y a des athlètes qui sont très attachés à une compète. En fait, plus la valence émotionnelle de la compétition est forte, plus tout ce qu'on a mis sous le tapis de manière en refusant de le voir, pas consciemment, qu'on n'a pas rangé. Ça veut pas dire qu'il faut tout travailler, mais ce qu'on n'a pas envie de travailler, on le sait, on le range, mais c'est visible et on sait que de temps en temps, c'est peut-être là qu'il peut y avoir une solution. C'est pas pareil de mettre sous le tapis en disant je veux pas voir. C'est pas dire qu'il faut travailler sur soi tout le temps et tout comprendre de soi, mais au moins être honnête avec soi. Parce que, encore une fois, ces grands rendez-vous, il y a tout qui pète si jamais c'est pas, à mon sens, bien organisé. Et oui, ça a été mon gros échec olympique en 2012 à Paris, où il y avait trop de choses qui s'étaient accumulées, que j'avais pas nettoyé, que j'avais pas regardé, que j'avais pas bien classé. Je savais bien que je pouvais pas tout résoudre, mais il y a des choses qui étaient,
je m'y suis prise un peu trop tard sur ce travail d'accompagnement, et en tout cas pour moi. Donc ouais, ça, à un moment donné, à la fin, je dis toujours, c'est le corps qui gagne, parce que c'est lui qui a le lead. On croit que c'est notre préfrontal, notre conscience, mais notre Mhm. conscience, c'est 10% de tout ce qui se passe dans le reste de notre corps. Effectivement, on pourra y revenir à l'aspect du corps que je trouve très, très intéressant, mais comme je travaille aussi avec l'intelligence émotionnelle chez les athlètes, je me pose la question en t'écoutant, est-ce que, avec le recul, tu te dis, mon Dieu, j'ai manqué d'indulgence envers moi, j'ai manqué un petit peu d'amour envers moi pour me dire, ben, tu sais, laisse-toi tranquille un peu, puis apprends à profiter ou peu importe, parce que maintenant, tu travailles avec les athlètes et est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de leur amener, l'aspect d'être doux envers soi-même, d'apprendre à se connaître, d'être indulgent? Oui, je leur apprends vraiment à détecter quelle est l'émotion qui la traverse, qui les traverse à ce moment-là. Parce que c'est pas pareil de réagir à la peur que de réagir à la colère, que de réagir à la tristesse ou à la surexcitation. Et oui, il y a beaucoup de... En fait, plus on monte dans les niveaux, plus le discours c'est bon, il va falloir que je me fasse mal. En fait, il y a toujours ce rapport à la souffrance et à la douleur qui est associé pardon, qui est associé au niveau. Et encore une fois, je dis pas qu'à un moment donné, il faut pas sortir de sa zone, mais encore que puisse être discuté selon les approches. Mais c'est vraiment, voilà, penser à écouter ce que dit notre corps. Parce que on n'a pas tous besoin de s'entraîner aux mêmes heures, on n'a pas tous besoin de la même quantité d'entraînement. Et parfois, on a besoin de plus d'endurance que de spécifique, et parfois, on a besoin de plus de spécifique que d'endurance. Et parfois, la musculation, il y a des profils qui ne vont jamais prendre de muscles alors qu'ils soulèvent des poids et des poids, alors qu'il y en a, en 3 séances, ils sont déjà un peu transformés. Voilà, c'est comprendre vraiment ça, ce body type en fait, et partir de ça, de là. Donc oui, il y a de la douceur parce que j'aime bien prendre l'exemple, me référer à la nature ou aux animaux. On peut toujours faire avancer un cheval en lui tapant dessus, mais au final, on va plus développer de la crainte et de la peur, qui sont des émotions qui, à la fin, génèrent tellement de stress et ça crée des blocages, ça crame tout le stress à l'intérieur de soi, même à l'intérieur même ça crame les neurones en fait, et les neurones notamment, tout ce qui va être au niveau de la mémoire. Donc, c'est comme un enfant, en fait. Ça prend beaucoup plus de temps d'expliquer, d'être dans la douceur et la pédagogie, plutôt que de punir et être dans la sanction. Encore une fois, je dis pas qu'il faut pas punir, mais il faut expliquer les règles et que ce soit clair. Et à un moment donné, voilà, la douceur, le choix de l'écoute de soi, ça demande, ce que je reviens, à beaucoup de courage, et parce que c'est faire différemment des autres. Exact. C'est faire Et différent, c'est un changement de culture à quelque part aussi. exactement. Exactement. Et effectivement, un sport militaire de base, c'est pareil. C'est peut-être plus difficile de s'écouter sans vouloir faire de stéréotypes en faisant de la boxe, du judo ou de la course à pied qu'un autre sport. Parce qu'il y a aussi cette culture de l'effort. Et il en faut des efforts. Encore une fois, je ne dis pas l'inverse. Mais je pense qu'il Mhm. faut savoir les mesurer et pas à tout prix. Exact, c'est sans tomber dans les extrêmes. Mais on se comprend ici, on se comprend on essaie d'être le plus possible dans le milieu, puis ne pas être dans les extrêmes. Mais ça revient ce que tu dis à justement faire avec soi, faire avec nos différences, mais faire avec notre unicité aussi, faire avec le corps différent aussi, parce que on peut parler, je sais que ça t'intéresse aussi de l'aspect de la femme, du corps de la femme dans le sport aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant à traiter. Oui, bah, si on comprend que tout part du corps, de tous les signaux qui sont envoyés au corps. Les signaux, c'est des impulsions électriques, finalement, c'est des neurotransmetteurs et les hormones font partie de ces petites choses qui arrivent jusqu'au cerveau. Et effectivement, une femme, bah, sur son cycle hormonal, n'est pas soumise aux mêmes hormones que ce soit avant l'ovulation, pendant l'ovulation, après l'ovulation et au moment des règles. Donc forcément, ça a un impact sur l'humeur, ça a un impact sur la façon dont elle ressent les choses. Malheureusement, ça a toujours été vu et comme quelque chose de négatif, alors qu'en fait, c'est entre guillemets un super pouvoir parce que tout est possible et enfin on peut voir les choses différemment entre J8 et J23 en fait. Et parfois, c'est justement le corps va réclamer plus de douceur ou plus d'apaisement, et parfois il y a une énergie qui est là et qui est intéressante à exploiter. Je pense Vraiment. notamment à la phase préovulatoire en fait les 15 premiers jours du cycle par exemple.
Donc oui, c'est quelque chose qui est Mhm. important et c'est d'autant plus important aussi chez les adolescentes et chez les adolescents aussi, puisque c'est une période où tout le corps change. Donc ouais, il faut réapprendre tous ces repères dans l'espace, il faut réapprendre toutes ces montées d'hormones, Mm. ces changements qui font que on s'entraîne pas pareil à cet âge-là qu'à 23 ou 24 ou 25 ans. J'aime ce que tu dis parce que tu parles de super pouvoir au niveau du corps féminin, alors que souvent on va voir parfois le cycle menstruel comme un problème. C'est vraiment intéressant. Même chose du côté de tout ce qui est nos automatismes dans notre cerveau, on va voir parfois certains problèmes, mais quand on sait qu'on est capable de les changer, là on reprend le pouvoir aussi sur notre cerveau bien évidemment, mais sur nos habitudes, sur nos réflexes. Donc c'est vraiment intéressant d'aborder cet aspect-là du corps, comment on peut l'utiliser, le programmer pour s'aider aussi, pour justement utiliser, comme tu dis, ce super pouvoir au niveau du corps féminin, là. Maintenant, j'aimerais aborder autre chose avec toi au niveau des messages que tu aimerais. Maintenant, ben, bon, les messages que tu aimerais en fait. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à la Amélie qui est plus jeune, justement, versus la Amélie d'aujourd'hui avec tout le chemin que tu as appris? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu lui dirais si tu avais à la rencontrer, là? Ouh. Une grande question, hein? Peut-être Euh, beaucoup de choses. ouais, ouais, non, mais je pense que je lui dirais d'être au contact de ses envies. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours suivre ses envies, mais les envies, c'est la motivation. La motivation, c'est le mouvement, c'est ce qui nous fait aller vers l'avant et avoir l'énergie pour le faire. Et je pense que, comme je t'avais dit, j'ai pas commencé le pentathlon parce que je voulais faire du pentathlon, mais parce que je devais faire du pentathlon. Et cette petite nuance a changé beaucoup de choses. Parce que moi, mes envies, c'était... j'adore la danse et je voulais être danseuse, en fait. Euh, donc, ce serait de... J'aurais aimé lui dire de suivre ses envies au départ et de trouver aussi, encore une fois, peut-être plus de douceur, comme tu disais, des temps plus calmes, en fait. Avoir le droit de se reposer. Avoir le droit de se poser et avoir le droit de s'exprimer. Mais ça, c'est mon parcours personnel. Mhm. Je pense que ça change aujourd'hui et des gens peuvent le faire. Après, il y a des caractères qui ont beaucoup d'énergie à dépenser et c'est intéressant de pouvoir aussi l'exprimer et de trouver le sport, hein, si c'est du sport qui convient pour le faire. Mais tu disais aussi, pour faire du pouce un petit peu sur ce que tu dis, que ton après-carrière vise aussi à performer, mais dans la sérénité. Donc, c'est un peu ça aussi que tu veux transmettre, je pense, aux athlètes que tu accompagnes. Est-ce que je me trompe? Non, non, pas du tout. C'est vraiment comprendre et les neurosciences m'ont encore plus éclairé sur ce fait-là. C'est que plus le corps, plus on a une vision sereine, plus on est dans la sérénité, plus les mécanismes sont huilés en fait, et que du coup le préfrontal peut faire ce qu'il a à faire, le corps peut faire ce qu'il a à faire, et on peut aller là où on a envie d'aller et faire ce qu'on a envie d'exploiter. Ça garantit pas la médaille, de toute façon rien ne garantit la médaille. Mhm. Par contre, le chemin que je prendrais aujourd'hui et que je dirais, si je reprends ta question, à la petite Amélie, c'est en fait, je reviens à fais avec toi, en fait. Fais avec qui tu es. Oui, ça m'a permis de gagner. Je suis d'accord que d'être stressée, de vouloir absolument tout bien faire, je peux pas le renier, ça m'a apporté des médailles, mais ça m'a pas appris à gérer l'échec jeune, ça m'a pas appris à gérer les contre-perfs jeunes, et du coup, ça m'a manqué aussi. Ça m'a pas appris à bien m'écouter et ça m'a conduit justement à beaucoup de surentraînement à un burn-out finalement à la fin de ma carrière en arrivant au jeu à Londres. Ce mot n'existait pas à l'époque, hein, ou était très très peu dit, en tout cas pas du tout dans le milieu du sport. Et en fait, voilà, ça m'a privé de tout ça. Mais ça m'a permis de le comprendre. Effectivement, ma carrière est ambivalente parce que si on regarde mon palmarès, on dit waouh, parce que j'ai gagné 3 fois les championnats du monde, puis une fois par équipe, parce que j'ai gagné 2 fois les championnats d'Europe, parce que j'ai été multiple médaillée en Coupe du Monde, parce que j'ai participé 3 fois aux Jeux. Waouh, super, bravo. Mais en fait, à quel prix? Et je pense que j'aurais pu aller plus loin et finir mieux s'il y avait eu plus de sérénité, s'il y avait eu plus de calme, et si on m'avait vraiment appris, et peut-être que si mes entraîneurs avaient aussi appris ce que ça voulait dire sérénité, calme et récupération.
Parce qu'à l'époque, c'est bon, bah, c'est le week-end, c'était en récup. Et il suffisait de le dire pour dire, bah, je suis en récup, donc je récupère. Oui, mais en fait, la récupération, c'est comme l'entraînement. Ça a quelque chose, enfin, il y a des principes à respecter. C'est récupérer, c'est se Mhm. régénérer, c'est rien faire. Au contraire, c'est faire une balade, c'est aller faire un petit footing, ou c'est sortir en boîte, ou c'est prendre un verre. C'est quoi, en fait, récupérer? Tout à fait. Et souvent, c'est encore une fois, c'est associé à, bah, il faut rien faire. Et le corps, il récupère pas quand il fait rien, et Mm, l'esprit non plus. mm. Voilà, donc toutes ces petites choses-là qui font que, alors encore une fois, on parle d'une autre époque. Aujourd'hui, ça a beaucoup beaucoup évolué, mais c'est aussi, ça déclenche aussi ma sensibilité dans la formation des entraîneurs pour ça, en fait. Exactement. Puis, c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle beaucoup du bien-être de l'athlète, puis justement de prendre soin de l'humain derrière l'athlète. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'entrer un petit peu plus dans la culture du sport, là. Mm. Oui, après, il y a quand même une question à se poser. Est-ce que le très haut niveau reste associé au bien-être? Exact, mais je voulais justement t'amener là et tu m'ouvres la porte, donc je vais y entrer parce que tu me parlais de l'image de l'alpiniste et je la trouvais très forte, cette image-là, parce que tu le compares justement, tu compares l'ascension de l'alpiniste un petit peu au haut niveau. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu veux dire? Oui, j'aime bien prendre l'image effectivement de la randonnée en montagne parce que souvent on a l'idée de se dire mon objectif il est là-haut, j'ai envie d'aller là-haut, j'ai envie d'aller grimper cette montagne. Et au départ c'est facile parce que les chemins sont larges et il y a encore beaucoup d'oxygène et c'est relativement plat. Et en fait, plus on va monter, plus on va se rapprocher du sommet, donc de son objectif, plus les chemins se resserrent, plus le dénivelé est fort et tout le monde ne peut plus monter en fait parce que l'oxygène est plus rare et ça demande beaucoup plus d'exigence, beaucoup plus d'attention. Euh, et, euh, et souvent, ça demande des adaptations parce qu'on ne sait pas comment notre corps réagit. Alors effectivement, ça dépend si on veut un sommet à 3000 ou si on veut un sommet à 5000 en fait. Ça Mais dépend. c'est souvent là, comme tu le mentionnais, que ben là, je vais parler pour la reprogrammation du cerveau, c'est souvent là que nos automatismes refont surface, que nos réflexes reviennent. C'est souvent là que c'est plus difficile, justement, en fait, c'est souvent là que c'est plus facile d'être soi-même, mais dans le bon comme dans le plus difficile. Donc, tu disais que, par exemple, parce qu'on parlait à l'époque, toi, ben, à l'époque, quand on s'est rencontrés, de dire, en fait, de faire comprendre aux parents qu'ils sont des accompagnateurs et que ce n'est pas nécessairement leur chemin, que leurs enfants sont des êtres à part entière. Donc, quand on arrive au sommet ou quand on s'y approche, ben, c'est souvent là qu'on doit peut-être leur dire, ben, justement, sois le plus possible toi-même. Fais fi de la pollution extérieure parce que c'est ça qui va t'aider finalement à rester au sommet, là, ou ben, du moins rester au sommet à y arriver, là. Oui, les accompagnateurs peuvent pas forcément, tous les accompagnateurs ne peuvent pas forcément monter jusqu'en haut. Je pense notamment aux parents. En tout cas, c'est peut-être rester de temps en temps au camp de base et lui dire je te laisse finir les derniers mètres et moi je t'attends. Ou en tout cas, si je monte avec toi, c'est avoir conscience que ça a un impact aussi sur le parent qui monte, parce que si on reprend cette métaphore, lui aussi il va manquer d'oxygène en fait. Si le sommet est à 5000 et qu'il veut aller à 5000 avec son enfant, bah, ça va avoir un impact aussi sur lui, tout comme ça a un impact sur l'entraîneur, tout comme ça a un impact sur le préparateur physique, enfin sur tout l'entourage. Donc travailler avec un athlète, c'est aussi travailler avec son staff, c'est aussi, encore une fois, je parle du très haut niveau. Mhm. Euh, mais à plus bas niveau, ça marche aussi. Et finalement, selon là où on a envie d'aller, il faut comprendre que nous aussi, le chemin a un impact sur soi en tant que parent, en tant qu'entraîneur. Et, euh, et donc, c'est important d'être conscient de ça. Et plus on approche un objectif, plus la tension peut monter, donc plus le stress arrive. Et c'est là où on bascule dans nos automatismes. Exact. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'un point de vue neuro, notre préfrontal se coupe puisque l'émotion est trop forte. Enfin, l'émotion Exact. prend le lead. Ben, c'est pour ça que je me disais qu'à un moment donné, quand plus tu approches de ce sommet-là dont on parle, moins tu as de contrôle et plus qu'il faut que tu dois faire confiance. Et là, si tu subis à l'extérieur tout plein de pression, ben ça peut être là que ce soit difficile. Est-ce que je me trompe? En tout cas, tout est plus fin. C'est comme un peu la Formule 1, c'est-à-dire que plus on arrive, enfin, moins il y a d'oxygène, plus
plus. On doit faire attention à chacun de ses pas, à comment on est, comment on se sent. Donc tout a plus d'importance qu'à 1000 mètres. Un caillou dans la chaussure à 1000 mètres, c'est gênant. Mais quand ça fait déjà 2 jours qu'on l'a dans la chaussure et que on commence à vraiment grimper, bah là, il devient vraiment blessant. Donc c'est là où cette sensibilité est exacerbée et plus on approche d'un objectif peut être exacerbé. Et tout le but, c'est justement de monter en continuant dans la sérénité. Dans ce- Exactement. Par contre, là, on discute, toi et moi, comme si c'était une fatalité ou quelque chose de grave, mais on se comprend Mm, que on est dans un processus. Et là où je veux t'amener, c'est que, ben, de là, l'importance, je pense, de voir, ben, tu sauras me le dire parce que je suis pas une grande athlète, là, mais de là, l'importance de voir sa carrière comme un projet. Et ça, mm, c'est quelque chose qui n'est, je pense, qui n'est pas très, très vulgarisé, qu'on n'éduque pas encore beaucoup en ce sens, à moins que je me trompe encore une fois, ça peut arriver, évidemment, j'ai pas la vérité, mais tu m'as fait me rendre compte que, parce que maintenant tu te désignes comme accompagnatrice de projet de performance, et moi, ça m'a comme interpellée parce que à quelqu'un qui voit une saison ou une carrière comme un projet. C'est hyper intéressant. Donc, si on le voit comme un projet dans sa globalité, ben là, on est peut-être en mesure justement d'avoir un plan pour dire, OK, où est-ce que je m'occupe de moi? Où est-ce que je fais entrer un petit peu plus d'intelligence émotionnelle dans ma pratique? Où est-ce que je peux prendre le temps de prendre soin de mon mental? Où est-ce que je prends le temps de prendre soin de mon corps? Donc, quand on le voit comme un projet, il me semble que c'est plus sain. mm. Oui, ça donne plus de sens et le sens permet aussi au cerveau de décompresser en fait, parce que ça donne de la hauteur, parce que ça donne une vue d'ensemble. Et, euh, et c'est aussi ce que j'essaie de développer chez les athlètes, cette capacité à prendre du recul et à se dire qu'en fait c'est une période de vie. On peut continuer aujourd'hui le haut niveau de plus en plus tard, mais néanmoins il y aura forcément une fin à un moment donné. Euh, donc c'est comprendre qu'en fait tout ça c'est une expérience. Et c'est vrai que c'est le problème parfois du haut niveau quand on bascule dans la volonté de faire de la très haute perf, c'est qu'on oublie la joie qu'on a eue la première fois qu'on a tenu une raquette de tennis ou un club de golf ou qu'on a sauté dans la piscine et de cette motivation qu'on appelle intrinsèque ou primaire, cette envie spontanée qui est intrinsèque, c'est-à-dire qu'intrinsèquement elle n'est pas conditionnée à un résultat, elle est juste le plaisir de faire et c'est un moteur énergétique tellement fort. Tout à Et en fait. fait, la perf, les obligations extérieures, en fait, au départ, l'athlète est c'est la grosse boule pleine d'énergie et la compétition, c'est juste un petit caillou, enfin un petit grain de sable. Et au fur et à mesure, la tendance, ça va être de faire rétrécir la boule de l'athlète et faire grossir le caillou de la compétition et du coup de complètement déséquilibrer. Et l'idée, c'est de toujours garder cette bulle pleine d'énergie et la vision projet permet de se rappeler à la fois d'où on vient, pourquoi on fait les choses. Le why est très important dans un projet. Exactement. Et puis comme tu dis, le projet permet d'avoir un recul. Aussi le projet, quand on le voit comme une expérience de vie qui aura un jour une fin, ben, il nous permet un recul et nous permet un certain détachement nécessaire à quelque part là, aussi. Bon, ça l'a dit encore une fois, on prétend pas avoir la vérité, là, on jase, mais c'est vraiment intéressant de le voir sous cet aspect-là. Et quand tu parles de motivation, quand tu parles de plaisir, parce qu'on y revient, hein, le plaisir dans le sport, qu'on soit à 8 ans ou à 80, à 97 ans, peu importe, là, le plaisir est hyper important, puis c'est peut-être, on souhaite ne pas le perdre plus on monte de niveau, mais pourtant, pour le cerveau, c'est tellement important de célébrer, je vais dire ça, je vais paraître cliché, là, chaque petite victoire, chaque petite chose, mais il faudra je pense vraiment qu'il faut que le plus d'athlètes et d'entraîneurs possible comprennent que célébrer, se féliciter, être heureux dans les petits moments, hein, Mm. c'est tellement ce qui crée des automatismes sains pour aider l'athlète à se dépasser. Euh,
c'est vraiment ce qui va faire en sorte que le cerveau va associer la performance à plaisir et pas toujours à ce qu'on disait justement en début, no pain, no gain. Oui. En fait, le plaisir dans le sport, c'est l'équivalent de l'oxygène dans la vie de tous les jours. C'est ce qui fait que le cerveau a envie d'y retourner, parce que derrière plaisir, il y a de la dopamine. Et le mieux, c'est même d'avoir la sérotonine, puisque c'est moins, entre guillemets, beaucoup plus sain, parce que la dopamine Mhm, dope et parfois, ça peut aller trop loin. Euh, et pour moi, c'est important de garder effectivement ces petites victoires. Et Patrice Mouratoglou, qui était l'entraîneur de Serena Williams, le disait quand il l'a repris au moment où a été le plus bas de sa carrière. Il est reparti vraiment de des petites victoires sur des entraînements, sur des exercices de perf. Et en fait, c'est comprendre qu'en valorisant l'athlète, c'est pas en lui racontant qu'il est le plus fort du monde, c'est pas ça valoriser l'athlète. Valoriser l'athlète, c'est vraiment faire un feedback positif ou génératif de quelque chose sur lequel il va pouvoir s'appuyer et pas toujours souligner le t'as pas été assez vite, ta main elle rentre pas assez bien dans l'eau, ton coup droit est pas assez lifté. Ça, oui, ça peut être un feedback, mais au final, on est tellement déjà spontanément dans une réaction de survie permanente. C'est le job de notre cerveau. Le premier, c'est de nous maintenir en état de survie. Donc, on fait attention à tous les dangers. Donc, c'est pour ça qu'on est beaucoup plus sensible à tout ce qui va pas et à tout ce qui est et tout ce qui marche pas, parce que ça a trait à ce mécanisme de survie. D'où l'intérêt de basculer dans l'apaisement, puisque le mécanisme de survie qui génère du stress, et qui dit stress dit on coupe la mhm. réflexion, alors que tout ce qui va être valorisation positive, encore une, pas à outrance dans le sens, pas, il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit sincère et que ce soit constructif. Ben en fait, Oui, ça, c'est pas, je suis pas pour dire c'est super, t'es le meilleur ou t'es la meilleure. C'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment voilà, là c'était bien parce que t'es parti de là, t'es arrivé là, et il y a eu tel chemin, il y a eu tel effort, il y a eu telle prise de conscience, il y a eu tel geste. C'est ça qui est important de valoriser, à mon sens. Et peu importe le niveau, parce que de toute façon, on s'intéresse toujours plus à quelqu'un qui nous. On est plus à l'écoute de quelqu'un qui vient nous gratifier et souligner nos forces que quelqu'un qui vient nous rabaisser et dire qu'on est les plus nuls. Alors, soit on peut réagir par réaction, mais du coup, c'est de la réaction qui part de quelque chose de haineux ou de ah, je vais lui prouver qu'il a tort, par exemple. C'est une énergie, oui, mais c'est pas une énergie à consommer tout le temps et à utiliser tout le temps. Contrairement à l'énergie de OK, il croit en moi en fait. exact. Et croire quand on voit dans les yeux d'un entraîneur qui croit en nous, ou dans les yeux d'un parent qui croit en nous et pas qu'il a envie par peur de qu'on se loupe ou quoi, quand il croit vraiment profondément en nous, c'est un moteur. Moi, j'ai réussi à donner tout ce que j'avais. J'ai franchi une ligne d'arrivée en étant j'avais tellement tout donné que j'ai fini, mais plus qu'à quatre pattes, parce qu'on a été obligé de me tirer. C'était le championnat du monde en 2005 à Shanghai, et mon entraîneur s'en souviendra encore. Mais parce que j'avais une telle confiance en lui, à un moment donné, il m'a dit, mais là, je sais pas, Amélie, et là, par contre, je sais que t'es forte, parce que voilà pourquoi j'étais forte. Et il me l'a tellement, c'était tellement sincère et c'était tellement enfin, objectif. C'était basé sur des faits, en tout cas, sur des exemples. Et du coup, moi, ça m'a boosté en termes de confiance, mais parce que c'était encore une fois sincère. C'était pas, mais si t'es la meilleure, tu vas y arriver. Je dis Mais pas que ça ça. faisait du sens. Ça faisait du sens pour toi. Voilà, il y a du sens. Et en fait, dans le sport, je trouve que, notamment pour les plus jeunes, parce que qui dit sport dit pas forcément haute performance. Le sport, Mm. avant tout, c'est parce que notre corps a besoin de bouger, surtout dans une société où on bouge de moins en moins. Et le sport, c'est un moyen d'exprimer aussi, de faire sortir l'énergie d'une colère ou l'énergie d'une peur ou l'énergie d'une surexcitation. Ça a besoin de s'extérioriser. Donc le sport est une super opportunité pour ça. Le sport est aussi une super opportunité pour apprendre à se connaître et se développer harmonieusement. Et surtout devenir aussi, alors, il y a l'aspect aussi relationnel et entre guillemets citoyen, c'est-à-dire que on est des êtres sociaux et le sport développe ça en fait, capacité à entrer en relation, que ce soit avec un entraîneur, que ce soit avec des coéquipiers, que ce soit avec des Tout à adversaires. fait. Et en fait, je pense pas qu'un champion puisse être champion sans ça en fait. Mm. Tout à fait. Sans ces valeurs. Et alors la médaille, oui, la médaille c'est ce qu'on retient malheureusement, mais et pour autant je trouve que les réseaux sociaux ont ce côté positif-là, c'est qu'ils mettent de plus en plus en avant les histoires des sportifs. Mm, Et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui se passe derrière la médaille, parce que la médaille a exact. toujours un revers.
Ça ne veut pas dire qu'il est toujours négatif, Ben non. mais il y a des choses derrière cette médaille. Et au final, oui, on se souvient du champion olympique et pas du deuxième, même pas du deuxième, alors que le deuxième, il en a chié tout autant. Il a eu Oui. aussi son propre chemin. Il a Le aussi quatrième aussi. Le exactement quatrième. le quatrième et même le dernier. Mais effectivement, on a tendance à glorifier ce qui brille, encore une fois. Oui. Et pour moi, c'est un piège, en fait. Mais c'est un piège de... C'est encore une fois, on pourrait même éthiquement en développer, mais c'est le piège d'une société d'aujourd'hui où on valorise on valorise ouais, la beauté extérieure de prime abord. Il y a des clichés, en fait. Et c'est pareil pour la médaille. Et Mais, je trouve ça mais, triste. mais maintenant qu'on en parle, il y a quelque chose de merveilleux qui est arrivé justement au récent jeu de Paris en pentathlon féminin. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bah, c'est la médaille d'Élodie Clouvel. Donc Élodie, elle a commencé le pentathlon. Moi, j'étais plutôt sur la fin de ma carrière. Donc on a fait ses premiers jeux et les derniers pour moi en 2012 ensemble. Et malheureusement, ni elle ni moi n'étions en vie pendant ces jeux. Donc bah, ni elle ni moi n'avons performé. Et moi, suite à ça, ça a été très compliqué. Et voilà, j'ai arrêté ma carrière. Enfin, 2 ans plus tard, j'ai arrêté ma carrière. Elle a continué. Et au fur et à mesure, elle a cette force d'avoir, parce que je pense qu'elle a une intelligence émotionnelle. Alors derrière l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité, c'est l'interoception, c'est la capacité à écouter son corps, à oser faire en fonction de ce qu'elle sent et pas faire avec tous ceux qui disent il faut que tu fasses comme ça, mais plutôt faire. Elle s'est entourée de gens qui étaient capables d'entendre et de croire en elle. Et donc, elle a eu une première médaille à Rio, mais je pense que la médaille qu'elle a eue à Rio d'argent et la médaille qu'elle a eue 8 ans plus tard à Paris, elles n'ont pas du tout la même saveur et le même chemin. Et moi, elle m'a profondément touchée parce que j'ai vu en elle une athlète qui a réussi à s'exprimer pleinement, elle. Et elle le dit aussi dans ses interviews elle aurait pris n'importe quelle place, elle était tellement épanouie, heureuse d'être là, que moi, ça m'a bouleversée et j'ai mis 10 jours à m'en remettre. Parce que ça m'a touchée, parce qu'en fait, elle a réussi un truc que moi, j'ai pas réussi, très clairement. Et en même temps, je pense que tout ce que j'ai amené dans le pentathlon, ça lui a permis aussi à elle de construire. C'est ma petite pierre à l'édifice, je m'approprie rien du tout. Et C'est grâce à correct. elle, d'autres générations arriveront encore plus à aujourd'hui concilier sport et maternité, parce que c'est un peu son combat, entre guillemets, ou son exemple qu'elle prend. Mais voilà, elle était rayonnante. Et en fait, je trouve que c'est le plus important, c'est de rayonner. Et parce que tu rayonnes, alors ça veut dire que tu as de l'énergie, tu es solaire, et tu peux créer des choses. Ça veut pas dire que tu auras une médaille. Encore une fois, la médaille, il y a zéro garantie. Mhm. Surtout Mhm. chez nous, en pentathlon, c'est one shot, quoi. C'est une journée. Alors maintenant, c'est 2 jours, mais globalement, 2 jours dans une vie, c'est quoi? Euh, et en 2012, c'était pareil. L'athlète qui a gagné les Jeux en 2012 en pentathlon, c'était un Tchèque, David Svoboda. Il est arrivé à l'épreuve d'escrime. Je me souviens, il s'est présenté. Il avait le masque et l'épée. Il était souriant. Il rentrait. Il était en vie. Et en vie en 2 mots. Et en vie en un mot, en fait. Et moi, clairement, je suis arrivée au jeu. J'étais morte. Mais vraiment morte, en fait. Donc, il peut rien se passer. Quand on est mort, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Et voilà, Mais, donc Elodie m'a profondément bouleversée pour ça et je remercie pour tout l'exemple qu'elle a donné parce que personne ou très très peu de gens auraient misé quelque chose sur elle avant les Jeux. Et elle a gardé son cap, peu importe, jusqu'au bout. Et ça, c'était très fort. donc, à quelque part, elle t'a démontré que c'était possible de Mm, faire avec soi. tout à fait. Mais que ça a un prix et je pense qu'elle en parlera d'autant mieux que moi parce qu'elle l'a vraiment vécu. Elle a eu l'audace de le faire et elle a vu tous les bâtons qu'on a pu lui mettre dans les roues, tous les gens qui, jusqu'au bout, hein, on dit, mais non, mais elle n'y arrivera pas. Et effectivement, elle se regarde son année olympique, elle est pas géniale en termes de performance pure, mais elle a gardé confiance. Et elle savait qu'elle allait être là le jour J, et ça, c'est des grands champions. C'est de Hmm. dire, je sais que c'est celle-là, j'avais rendez-vous là, en fait. Et elle était au rendez-vous. Et au rendez-vous, elle était en vie, elle s'est exprimée. Et rien que d'en parler, j'ai des frissons. C'est beau de Merci, t'entendre, par Élodie. exemple. Dis-moi, Amélie, on terminera là-dessus. Maintenant que tu as eu le privilège d'être maman, quel, quel avenir dans le sport tu voudrais pour tes filles? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on leur transmette? C'est une belle question parce que même moi, malgré tout le recul que j'ai pu avoir, parfois je peux tomber en me disant mais c'est important qu'elle y arrive.
Non, en fait, c'est important qu'elles bougent. Moi, aujourd'hui, qui me tient à cœur, c'est qu'elles découvrent leur corps, qu'elles sachent s'en servir. Parce que voir une adolescente à 15 ans qui sait pas faire un squat, qui sait pas faire saute-mouton, et ben moi, ça me rend dingue, en fait. Je me dis, c'est pas possible qu'on sache pas faire ça. De pas savoir coordonner son corps, c'est impossible pour moi. C'est comme ne pas savoir compter ou lire, en fait. C'est des apprentissages qui sont fondamentaux et malheureusement qu'on met moins en avant puisque la société ne valorise que l'intelligence intellectuelle. Donc voilà, c'est qu'elles s'apprennent à connaître leur corps, savoir s'en servir en 3D, en vrai, dans le plus d'espace possible, que ce soit dans l'eau, sur la neige, dans l'air, voilà, sur la terre, avec des objets ou sans objets. Et puis qu'elle développe aussi encore une fois, cette intelligence relationnelle, parce que c'est faire avec un entraîneur, c'est faire avec des copains, avec des copines, c'est faire avec des adversaires, c'est faire avec des arbitres. Donc c'est aussi un peu la vie en miniature dans une compète, par exemple, ou dans un championnat. Et puis c'est aussi apprendre à échouer parce que tout le monde ne peut pas gagner. Donc il faut apprendre à être quatrième, il faut apprendre à contre-performer ou apprendre à accepter juste qu'on n'est pas le meilleur. Et ça peut nourrir une énergie, ok, mais c'est quand même important d'apprendre ça parce que se croire super puissant et le meilleur de tous toute la vie, bah, ça reste très enfantin et très puéril en fait. Ben, peut-être apprendre que son plus haut niveau n'est pas le même plus haut niveau que quelqu'un d'autre. Ouais, et son plus haut niveau sera peut-être pas du haut niveau, tout simplement. Voilà, donc j'essaye de faire en sorte que qu'elle touche à la compète parce que ça fait vivre des émotions, notamment le stress, et que c'est une occasion d'apprendre à les gérer, comme elles auront à le faire pour un examen plus tard, pour un entretien ou pour un Mhm. projet à rendre, par exemple. Et voilà, j'essaie de les accompagner au mieux là-dedans. Je ne sais pas si je suis la mieux placée, parce on accompagne aussi avec pas forcément ce qu'on dit, mais ce qu'on fait, ce qu'on dégage inconsciemment, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est Mais aussi important pour moi d'être au clair par rapport à ma propre pratique. Et ma propre pratique a beaucoup évolué depuis. Parce que je reste sportive, bien évidemment, mais j'apprends à nager lentement, j'apprends à accepter de courir lentement et de comprendre qu'en fait, c'est dans cette lenteur que va naître beaucoup plus de choses. Et j'aime bien prendre la métaphore de la nature. Toutes les belles choses prennent du temps. Demain, vous plantez une graine. Alors, si vous faites un semis de tomates, vous aurez vos tomates 5 mois plus tard. Mais si vous plantez un pépin de pomme, vous aurez vos premières pommes 8 ans plus tard. Voilà, donc ça prend du temps et malheureusement, c'est un peu à contre-courant de la société aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important de passer par ces étapes et de les accompagner au mieux dans cette phase-là. ben, c'est sur cette belle métaphore qu'on va mettre fin à notre entretien. Amélie Cazé, tellement merci pour cette rencontre À toi. aujourd'hui. Ben, merci beaucoup Annie, merci de m'avoir donné l'opportunité d'exprimer, de partager tout ça et en espérant que ça puisse aider ou donner le goût aussi à une autre vision des choses. Amélie, est-ce qu'on peut te contacter d'une quelconque façon si on a besoin d'une accompagnatrice en projet de performance? Avec plaisir. Alors je suis pas une reine des réseaux sociaux malgré tout, je lis quand même les messages. Vous pouvez me retrouver sur Insta ou sur LinkedIn. Je peux aussi laisser mon mail peut-être dans la suite de ce podcast, bien évidemment. Je travaille aussi à distance puisque j'accompagne beaucoup d'athlètes qui sont aux États-Unis, par exemple, euh, qui étudient aux États-Unis ou qui voyagent aux 4 coins du monde, puisque je travaille beaucoup avec des golfeurs, notamment des golfeurs pro. Donc la Mhm. distance n'est pas forcément un frein. Voilà, donc oui, avec plaisir. Merci Amélie. Merci à toi, Annie.